sans masque au nom du CIRPAL, qui est membre de la SFR Confluence. Et je vous transmets les regrets du doyen de notre UFR, Cyril Fleurant, qui a une autre obligation. Et je souhaite aussi attester de l'engagement constant de la présidence de l'Université d'Angers pour la francophonie. Nous avons toujours été très soutenus dans ce domaine du FLE et de la francophonie. Alors pourquoi est-ce que je suis particulièrement heureuse? Parce que cet axe 3 a toujours été un fleuron du CIRPAL. Il se nommait anciennement langue didactique et francophonie, et puis nous l'avons rebaptisé du beau nom de langues en partage, qui correspond bien au colloque d'aujourd'hui. Et j'avais pris l'habitude, presque chaque année, d'ouvrir les grands colloques annuels de la francophonie à l'Université d'Angers, qui étaient organisés par Julien Kilanga et Maëva. Et donc, chaque année, nous rencontrions des collègues passionnants et attachants qui venaient des quatre coins du monde. Et puis, Maëva est partie au Canada quelque temps, Julien a obtenu son éméritat, et nous sommes entrés dans un temps de latence et d'incertitude, lors duquel, je dois dire, les collègues du département de FLE ont été admirables, et je voudrais rendre publiquement hommage à Nadia Maillard, Delphine Guéda, Emmanuel Rousseau-Gadet, qui ont porté beaucoup à cette époque sur leurs sales épaules. Et donc, pendant ce temps de latence, je me suis demandé si nous parviendrions à maintenir la francophonie à l'Université d'Angers, et si oui, avec quel succès. Et c'est là qu'est arrivé dans notre université et au CIRPAL, Valentin Feussy. Et il a eu à cœur, dès le début, de recréer une cohésion d'équipe et de redonner à l'axe 3 ses titres de noblesse. Et le colloque d'aujourd'hui en est la preuve. Donc Valentin, Maëva, le BDE de FLE ont ainsi en quelques mois seulement ressuscité nos grandes journées francophones. Et j'en suis particulièrement heureuse et je ne doute pas que ce printemps soit le premier d'une longue série dans les années à venir. J'en suis heureuse aussi parce que le CIRPAL a une vocation internationale affirmée depuis l'origine, qui est présente dans chacun de ses axes. Et cette vocation internationale, nous la voyons bien aujourd'hui avec la présence de plusieurs collègues en provenance d'Afrique, bien sûr. Nous avons de très nombreux associés au CIRPAL en provenance d'Afrique, des doctorants ou des docteurs, Mohamed Raj, Ozias Mbida, donc qui illustre cette provenance. Deuxième grande filière internationale, le Canada, avec lequel nous avons une collaboration historique et fructueuse, en particulier avec Jimmy Thibault, qui va venir cet après-midi, et nous souhaitons aussi la bienvenue à Annette Boudreau. Alors cette internationalisation, elle se fait par la collaboration et la synergie de toutes les forces liées au CIRPAL. Valentin, Nadia, Delphine, etc., les membres associés, les doctorants, mais aussi toutes celles et tous ceux qui font vivre le FLE à Angers. Et je pense à Emmanuel Rousseau-Gadet et au SELF, qui est vraiment le point central qui irrigue toute cette vie internationale à Angers. Alors, bienvenue aux Français aussi, quand même, et en particulier à Myriam Suchet, que je vois à l'écran et que j'ai eu l'occasion de côtoyer au CNU pendant plusieurs années. Donc, je suis contente de la revoir virtuellement. Alors, ce colloque est en plein dans l'actualité, qui est une actualité chargée, pesante, pour les corps et les âmes, mais il vient utilement nous rappeler à l'essentiel, celui de l'échange intellectuel et humain, et à une convivialité que nous ne voulons pas oublier au CIRPAL, malgré les circonstances. Donc, aucun masque ne pourra occulter la joie qui est la nôtre de nous réunir aujourd'hui dans ce triangle d'or qui réunit la France, l'Afrique et le Canada. Et donc, merci à tous, intervenants et publics, pour cette journée d'échange que je souhaite fructueuse, en remerciant encore très sincèrement les organisateurs. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci sincèrement.
Je vais continuer en disant que quand Maëva et moi, nous avons pensé à cette journée, la thématique du masque nous est arrivée très naturellement. Très naturellement, pourquoi? Parce que il fallait pour nous faire écho à l'actualité, comme tu l'as dit, Elisabeth, caractérisée par les espérances de la pandémie. Mais il fallait également penser à traduire autrement l'expression langues en partage, comme tu l'as dit également, c'est l'expression qui fonde l'unité de l'axe 3 de notre équipe de recherche, le CIRPAL. Et le lien entre langue et masque nous a paru évident parce que nous nous sommes dit, si le masque apparaît comme un objet qui recouvre le visage, soit pour contenir ou bien pour bâillonner, il nous invite également à lire en profondeur, à voir derrière le voile des apparences, à découvrir l'implicite, parfois même l'indicible. Et si nous remplaçons, essayons de remplacer masque par langue dans le propos que je suis en train de tenir, et nous verrons que les deux termes peuvent fonctionner comme des synonymes en fonction des usages. Et en ce sens, partager une ou des langues avec d'autres, ce serait aussi vivre le rapport à l'altérité sous l'angle du masque, ce qui suppose dans tous les cas qu'on part du principe de faire de la pluralité un élément fondateur du monde à partir duquel on lit ce rapport entre langue et masque. Et dans cette perspective, donc, parler une langue, comprendre une langue, devient une activité d'interprétation dans le sens poétique du terme, de la même façon que lire et interpréter derrière le masque. Et les langues en partage, voilà comment cela peut se traduire également en convoquant la dimension sensible liée aux langues et liée aux implicites qui accompagnent le terme langue. Donc, la langue nous invite également, de la même façon que le masque, à nous familiariser avec l'inconnu, avec une apparence à laquelle nous accédons qu'à partir d'un regard singulier. Ça, nous partageons tous cette lecture, je pense, dans une dynamique qui se veut sociétale, mais qui reconnaît également la diversité des traditions de ce phénomène. Et c'est pourquoi nous avons pensé que s'approprier le masque, vivre les langues en partage, y réfléchir, ce serait en priorité une question de traduction en sens du monde et de l'ambiance du monde dans lequel on est. Et nous comprendrons pendant cette journée que cela suppose des postures variées, mettant en articulation des éléments affichés, des éléments vus, ce qui ne peut occulter les éléments qui sont perçus, qui sont sentis, qui sont imaginés. Voilà aussi comment prendre en compte la pluralité des masques, la diversité des expériences en masque, l'hétérogénéité de langues mise en œuvre par des personnes concernées par ces différentes situations. Et je me suis amusé, moi, personnellement, à faire un tour d'horizon du discours médiatique et j'ai compris que si l'image du masque apparaît de façon presque inattendue, je dis inattendue pour moi, entre guillemets, en début de l'année de 2020, il s'agit, le masque devient dans tous les cas le symbole de cette pandémie et devient rapidement également un élément de la vie quotidienne. Chaque groupe, chaque famille, chaque personne s'y est familiarisée à sa façon, avec un arrière-plan largement partagé malgré tout. C'est une nouvelle culture de la proxémique, une nouvelle culture de la relation aux autres, doublée dans tous les cas d'inventivité. Et sur le plan, dans le monde, on a vu des expériences variées du masque, et dans les pays occidentaux globalement, la logique dominance a été prioritairement budgétaire. Il y avait une équation à résoudre, passer commande rapidement, s'approvisionner en pleine pandémie, alors que des frontières étaient fermées. Donc les frontières sont revenues en Europe à un moment où des nationalismes se réaffirment progressivement. Dans tous les cas, plus largement dans le monde, la culture de la pandémie a fait naître des barrages, des nouveaux barrages. Dans les transports en Europe en particulier, euh, à l'entrée des quartiers, à l'entrée des villes. Je pense au Nigeria, en Afrique du Sud, ou en Inde aussi, où on a pu voir, et là je pense à l'Afrique du Sud et à l'Inde, des policiers, des gendarmes prêts à rançonner les passants récalcitrants parce qu'ils n'avaient pas de masque. Pouvaient-ils s'en procurer? L'État avait-il distribué des masques? On ne le sait pas, mais il fallait absolument sanctionner ces récalcitrants. Et en Afrique, ça c'est toujours un recensement du discours médiatique, le secteur informel a pris le pouvoir avec une place centrale occupée par la médecine traditionnelle locale.
Et dans les réseaux sociaux, j'ai écouté un rappeur sénégalais revendiquer le masque attitude qui a permis de souligner, moi j'ai appelé cela la débrouille des populations dans la fabrication du masque devant le silence des autorités. Je veux pas oublier la Chine où on a vu une clinique du masque s'installer, rappelant des expériences de la peste des années 1910, je pense, ou bien plus récentes encore, les expériences de la pollution atmosphérique. Voilà qu'on peut continuer de ce recensement d'expériences du masque, même semble important de traduire ici la réaction d'un vendeur à la sauvette. C'est un vendeur de rue, un vendeur à crier. Voilà comment ça s'appelle au Cameroun, le vendeur à la sauvette qui, je résume son propos ainsi, peut-on confiner l'informalité au risque de causer plus de morts de faim que le virus? Comment procéder puisque les gens doivent sortir quotidiennement pour trouver à manger? Autrement dit, les expériences du masque rappellent aussi le laisser-faire des gouvernements, raison pour laquelle, à la suite de Richard Norton du Lancet, et vous avez sûrement écouté Barbara Stiegler, qui a préféré reprendre à Richard Norton le terme syndémie et non pandémie, pour expliquer que cette maladie serait aussi causée par des inégalités sociales. Donc, en brossant toutes ces situations, nous nous sommes posé des questions en partant du discours et des premières réflexions universitaires sur la question qui ont rapidement, qui ont traduit la situation de pandémie sous l'angle de la vulnérabilité sociale à l'université, la vulnérabilité éducative. Là, je pense à Julie Hermès qui montre que sur le plan éducatif, il a fallu repenser les dispositifs et les expériences de formation, notamment en langue, puisque c'est ce qui nous concerne en priorité ici aujourd'hui. Comment ont opéré les enseignants et les étudiants habitués à manipuler des outils, des manuels, notamment dans des échanges au quotidien. Et au-delà des inégalités éducatives vécues par les étudiants et les élèves confinés, on a pu constater que les filles, les femmes ont globalement plus durement expériencé la précarité et la pandémie aussi. Je pense encore aux expériences en Inde et ailleurs aussi, j'imagine, où devant le besoin d'enseignement à distance et face à la précarité de la famille et devant l'indigence qui a fait que les familles n'aient parfois qu'un seul ordinateur ou bien qu'un seul smartphone à la maison, les familles ont préféré réserver cet outil à l'enfant garçon, au garçon, en laissant les filles se débrouiller comme elles pouvaient. Quel ressenti donc et quelles stratégies ont été mises en place pour affronter la pandémie, en fait, et ou bien se construire face à cette situation parfois vécue comme un choc. Voilà autant de questions auxquelles nous allons essayer de réfléchir aujourd'hui également pendant cette journée d'études. Je ne veux pas, ma sensibilité de sociolinguiste m'invite à rappeler quand même que sur le plan linguistique, cela a été très vite décliné en langue sous des formes visibles, parce que des collègues ont très rapidement, je pense à Samuel Belach, montré qu'un nouveau technolecte était apparu, et en même temps, il s'agissait de désigner un nouveau lexique. Barbara Stiegler parle plutôt d'un lexique qu'elle résume comme une manufacture du consentement, parce qu'on a vu émerger des termes comme quatorzaine, webinaire, et nous sommes dans un webinaire actuellement, coronapéro, des gestes barrières, cluster, voilà, des termes ont germé comme ça, mais des termes qui rappellent prioritairement pour moi la vulnérabilité sociale. Hein. Il faudrait y réfléchir. Pourquoi? Parce que c'est une vulnérabilité qui n'est pas nécessairement visible et bien appréhendée par les institutions. En fait, enfermé dans la logique du progrès. Je parle du progrès dans le sens d'Étienne Klein ou bien Philippe Lyotard. Et je m'appelle aussi une des idées du ministre français de l'Éducation nationale qui pensait procéder à la transformation de tous les enseignants en professeurs du 21e siècle, je le cite. Et à partir des plateformes numériques, pourtant à côté, on peut se poser une question. Comment comprendre ce besoin de lien social malgré ces outils du numérique que nous avons tous ressentis? Que signifierait donc dans cette perspective, si je reviens un peu à l'art 3 du CIRPAL, ce serait quoi dans cette perspective francophonie,
voilà aussi un autre thème auquel il faudrait qu'on réfléchisse aujourd'hui. Chers collègues, voilà, donc je ne veux pas continuer, je ne veux pas être beaucoup plus long que ça. Ce sont des échanges qui mettront en articulation des réflexions, des expériences professionnelles et de vie liées à la pandémie. Une place centrale, j'espère, sera accordée aujourd'hui à des processus moins bien conscientisés dans nos habitudes où la routine a tendance à prendre le pas sur la créativité. Bon, ben, sur un plan pratique, c'est une journée qui sera organisée en deux grands moments. Un premier moment qui se terminera à 11h45 pour laisser la place à la pause déjeuner. Et vous pouvez le voir sur le programme. Maëva et moi, nous sommes désolés de vous amener à déjeuner très très tôt parce que même si les modalités de distanciel, on a dû le relever ou de présence. Moi, je préfère parfois parler de présence empêchée. Nous permettent d'organiser les webinaires. Elles imposent une autre réalité, celle du décalage horaire aussi, qu'il faut prendre en compte dans ce type de manifestation qui se veulent internationales. Et c'est donc aussi par souci de prendre en compte certaines contributions internationales que nous avons été contraints à se découper de la journée. Les travaux reprendront dans l'après-midi à 13h pour se terminer, nous l'espérons, un peu avant 17h30. Pour terminer, je souhaiterais vraiment remercier tout le monde, communicants et non communicants. Vraiment, je vous remercie de votre présence. Je souhaite remercier le CIRPAL également, qui a embrassé sans hésitation le projet de la journée. La faculté de lettres, langues et sciences humaines, qui nous laissera diffuser la journée d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Et nos étudiants du B2 Angers, sincèrement, leur implication a été essentielle à différents niveaux dans la préparation. Ils interviennent tout ailleurs sur le plan de la création des outils. Et je voudrais ici adresser notre sympathie à tous nos collègues qui viennent d'ailleurs également de l'étranger pour avoir accepté de partager leurs expériences de la pandémie avec nous aujourd'hui. Et j'espère surtout aussi que nous pourrons compter sur la fiabilité des outils techniques, Teams, Internet, notamment pour échanger sans trop de difficultés aujourd'hui. Donc voilà, chers collègues, le petit mot que j'avais à dire pour présenter la journée. Et nous pouvons donc, après ce premier moment, passer au début des discussions en atelier. Et la première, ouais, c'est moi qui suis le modérateur du premier atelier. Ouais, j'avais oublié que j'étais le modérateur. C'est l'atelier Masque et créativité qui va nous faire, en fait, un moment pendant lequel nous allons écouter deux interventions. Une première intervention qui sera organisée par nos étudiants du BDE et un deuxième moment, bas les masques, faire tomber l'illusion de la langue. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est Myriam qui va nous proposer une réflexion à ce moment. Et j'imagine qu'on comprendra quoi faire maintenant à ce moment-là. Donc, je vais laisser la parole à nos étudiants du B2 sans... Mais je vais dire à tous ceux qui ne savent pas que le B2, c'est l'association d'étudiants de nos masters didactiques des langues. Et comme je l'ai dit, vraiment, elle a été au feu et au moulin de la préparation de la journée et s'est investie dans une activité de collecte de témoignages, d'expériences de repli à distance, dans des situations de francophonie notamment. Et leur présence aujourd'hui s'en inspire. Et vous pouvez d'ailleurs découvrir certains éléments collectés, mis en scène sur le lien YouTube. Et le lien d'ailleurs se trouve sur le programme de la journée et puis sur la page Teams où nous nous trouvons. Donc, BDE, vous avez la parole, Natacha. Vous avez 30 minutes. Je ne sais pas comment vous allez organiser ça. Logiquement, On va voilà. organiser ça déjà avant que j'introduise un petit peu. Peut-être si Marie-Jeanne peut activer sa caméra, je crois qu'elle est là. Si tu peux, hein, évidemment. Je suis là. Tu es là, vous la voyez.
Ah, très bien. Ok, bonjour Marie-Jeanne, merci. Et juste, Natacha, s'il vous Oui. plaît, juste une petite précision. Je souhaiterais inviter les collègues, puisque nous sommes assez nombreux, je ne sais pas, pour éviter les difficultés techniques, de couper Caméra et micro pour les autres personnes. micro et au besoin les caméras aussi. Très bien. Voilà. Et, et par contre, on va avoir aussi un petit diaporama qui va être diffusé par notre chère Valentine. Si jamais tu peux commencer à le partager. On verra moins nos visages, mais ça permet Oui, d'avoir oui, je le mets. une idée claire. Ok. En attendant, bonjour à tous et à toutes déjà. Je voulais un peu vous remercier d'être là si tôt pour voir le BDE en ouverture de cette journée. C'est pas sans pression qu'on le fait. Donc moi-même, je suis membre du BDE. Je représente un peu le BDE dans cette petite mosaïque parlante. Euh, et puis ça nous tenait à cœur en fait de donner un peu une vision plus concrète et plus réaliste peut-être de ce qu'était le confinement dans le cadre du FLE et comment donner la pandémie dans le cadre du FLE très concret et pas seulement dans la recherche par exemple. Donc voilà. Donc on va commencer peut-être par une petite présentation des intervenantes. Donc ici nous sommes 4 femmes aujourd'hui. Donc il y a d'abord Maëlys Romary qu'on remercie beaucoup, qui est une élève de la même promotion que moi, donc on est en master FLE ensemble, mais elle va intervenir aujourd'hui en tant que stagiaire au CELF, donc qui est le centre de langue française pour étrangers de l'université d'Angers. Ensuite, nous aurons Madame Emmanuelle Rousseau-Gadet, qui est notre chère enseignante et responsable du master FLE également à l'université d'Angers, ainsi que Marie-Jeanne Michaud qui nous vient de l'UCO, donc l'Université catholique d'Angers, qui interviendra ici aujourd'hui en tant qu'apprenante de FLE, même si elle est en études à Angers. Donc voilà. Donc on va diviser en fait cette petite discussion autour des vécus du distanciel du semestre dernier. On s'est limité sur une période assez commune pour tout le monde. Et on va traiter trois grandes questions d'environ 10 minutes chacune. Voilà, pour la répartition. Donc, on va commencer avec un petit retour réflexif, en fait, sur le dernier semestre, donc qui sera plutôt général, qui s'apporte enfin, qui peut décrire plutôt notre ressenti mental général sur ce premier semestre en distanciel. Donc, je vais peut-être commencer pour avoir un petit peu de matière avec mon ressenti en tant qu'étudiante du Master FLE. Donc, c'est vrai que pour ce premier semestre qui était donc à moitié en présentiel, pardon, et puis ensuite à moitié en distanciel, on va peut-être commencer par les aspects positifs. On a eu déjà un rythme qui a beaucoup changé. On n'avait plus des transports à effectuer tous les matins. Personnellement, j'effectuais 2 heures par jour aller-retour. Je pouvais ressentir moins de fatigue, par exemple, moins de stress peut-être de venir à la fac, etc. Et puis plus de motivation du fait d'être vraiment plus concentré à n'avoir qu'à allumer l'ordi finalement pour travailler. Je ne sais pas comment c'était pour vous trois par rapport à ça. N'hésitez pas à intervenir librement. Peut-être Maëlys sur ton vécu en tant que stagiaire pendant le... Oui, déjà, bonjour à tous. Et je suis d'accord avec toi, Natacha, sur le problème des transports. C'est vrai que on a tous beaucoup de routes à faire souvent pour venir à la fac. Et en tant que stagiaire, je m'en suis rendu compte car nos heures de cours étaient tard le soir. C'est de 18h30 à 20h. Donc c'est vrai que c'était des horaires assez compliqués pour nous en tant qu'enseignantes stagiaires et pour nos élèves. Donc le point positif, c'était que on était chez soi le soir, on n'avait plus à s'inquiéter, est-ce qu'on a un bus pour rentrer chez nous, est-ce que il y aura du monde sur la route ou pas, et on n'avait pas non plus à courir d'un bâtiment à l'autre pour aller faire cours quand on sortait de cours du bâtiment de lettres et ensuite aller en sciences.
Donc c'est vrai qu'il y avait quand même un peu de positif là-dedans. Très bien. Madame Rousseau ou Marie-Jeanne? Peut-être. Je sais pas si vous m'entendez. Peut-être commencer. Je veux bien rebondir sur ce que vous disiez, en fait, du côté des enseignants, puisque je ne suis pas étudiante, mais enseignante, donc un petit peu de l'autre côté. Moi, j'ai trouvé, en fait, que ce premier semestre était relativement agréable parce qu'on a quand même eu une période en présentiel. Donc, pour les personnes qui n'ont pas forcément suivi l'actualité angevine, on a eu la chance à la faculté de pouvoir donner cours en présentiel jusqu'aux vacances de la Toussaint. Ce qui fait qu'on a eu un début de semestre en présentiel, on a pu se connaître, alors effectivement masqué, et puis basculer sur une deuxième partie de semestre, cette fois démasqué, mais en visio sur ordinateur. Donc il y avait quand même un côté agréable du point de vue des enseignants, hein, de vous connaître un petit peu pour pouvoir faire les cours en ligne, parce que c'était quand même notre grosse crainte en tant qu'enseignant, de se dire on a terminé l'année avec un confinement, si on commence une année universitaire avec un confinement, ça va être très difficile avec les étudiants. Et finalement, on était presque soulagés de pouvoir vous voir au début du semestre, même si après, ben voilà, on s'est retrouvés empêchés à la maison. Et à titre personnel, c'était un confinement qui était quand même plus simple, puisque mes enfants étaient à l'école. J'ai 3 enfants, une à la maternelle, un au collège et une au lycée. Et les 3 étaient absents pendant la journée, ce qui fait que c'était assez confortable pour pouvoir travailler et faire cours. Bien. Marie-Jeanne, peut-être à l'UCO, est-ce que ça se passait pareil? Est-ce que il y a eu d'autres aspects du confinement? Oui. Moi, je suis venue assez tardivement. Je n'ai pas fait la rentrée en présentiel. J'ai dû la faire en distanciel. Mais le point positif, c'est que j'ai eu le temps d'être plus présente dans le sens où j'avais plus à me déplacer. J'avais pas à avoir peur d'être en retard ou autre. Et il y avait une fluidité quand j'étais avec mes profs qui m'a beaucoup aidé à m'intégrer rapidement. Et aussi le fait d'oublier toutes ses affaires, de se dire ah zut, j'ai oublié mes affaires pour le cours de demain ou bien le cours d'aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais tout à proximité. Très bien. Et peut-être en point négatif, est-ce que tu as vécu des points un petit peu qui noircissaient le tableau pour cette période-là? Il y a eu aussi des points négatifs, sans le vouloir, parce que j'étais vraiment ancrée dans le fait que ce n'est pas grave, ça va passer, il suffit de s'adapter, mais parallèlement, ça a impacté beaucoup sur ma vie privée, dans le sens où j'étais plus anxieuse, je dormais plus, j'étais devenue insomniaque, et au fil du temps, je développais, comment dirais-je, une sorte de petite bulle où je devenais un petit peu antisociale. Mhm. Ouais, donc peut-être un sentiment d'isolement aussi, même si ça se manifeste par un retour, par une petite bulle, comme tu disais, privée, ouais. Exactement. Alors c'est vrai que en tant qu'élève, on a eu donc cette première partie en présentiel et puis on est retourné en distanciel. C'est vrai que ça finit par être assez compliqué d'un point de vue mental, avec de l'isolement, de la solitude. Les résidences Crous ne sont pas réputées pour être des grands palaces et bon, l'isolement était quand même présent au deuxième confinement qui était peut-être plus relâché à certains égards, mais c'était un petit peu, comment dire, peut-être plus, plus frustrant de se dire on peut sortir, mais pas pour toutes les raisons, etc. Et ça pouvait être compliqué. Je ne sais pas comment vous deux, vous avez aussi vécu ça d'un point de vue peut-être plus négatif. Alors moi, j'étais surtout inquiète pour vous, en fait. Parce
que ça, vous vous en êtes rendu compte, à la fois en tant qu'enseignante et en tant que responsable du Master 1. J'étais assez soucieuse de savoir comment ça pouvait se passer pour vous. Marie-Jeanne, vous parlez de la question du sommeil, peut-être que j'en reparlerai un petit peu après, mais c'est vrai que j'étais inquiète parce que vous aviez déjà vécu un premier confinement, que, comme vous disiez, les conditions de vie dans les Crous sont quand même pas terribles. Pour certaines de la promotion, vous avez aussi des petits boulots normalement qui vous permettent de mieux vivre, on va dire, pendant votre période d'études. Et là, c'était empêché. Il y avait aussi la question des stages et beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude de la part des étudiants sur est-ce qu'on va pouvoir faire les stages, dans quelles conditions, de quelle manière. Donc, c'était quand même une source de stress pour vous. Et en même temps, vous êtes, en tout cas pour les étudiants que j'ai pu rencontrer cette année, vous êtes tous très impliqués, très motivés dans la formation. Et donc, vous avez utilisé vraiment, je crois, toutes vos ressources pour pouvoir continuer à travailler, à être appliqué, à vous investir. Mais voilà, aussi parce qu'il y a d'autres pans de votre vie que vous ne pouvez pas développer. Et est-ce qu'on doit vraiment passer tout notre temps à préparer des dossiers universitaires? Même moi, en tant qu'enseignante, j'en doute, hein. Et Maëlys, par exemple, avec cette double casquette, est-ce que tu as réussi à tout gérer justement ou est-ce que ça peut être compliqué d'un point de vue mental là pour l'instant après Ouais, c'était assez compliqué d'un point de vue mental parce que du coup j'avais d'un côté la casquette apprenante où beaucoup de travail, un bon rythme pour les cours, mais j'avais aussi la casquette enseignante où comme Madame Rousseau, j'étais inquiète pour mes élèves. Je sais on en avait certains qui étaient en logement Crous, donc ils étaient isolés, tout seuls dans leur logement. Donc on essayait vraiment de garder contact avec eux. On était inquiète aussi parce qu'on a perdu certains étudiants, donc on essayait d'aller les récupérer par mail, mais c'était compliqué. Donc c'était vraiment beaucoup d'inquiétude, un bon rythme de travail, il fallait être bien organisé, mais bon, il y avait quand même des points positifs. Comme l'a dit Madame Rousseau, on avait des étudiants aussi qui étaient motivés, et ça s'est ressenti aussi au sein de notre classe de master, une bonne cohésion, on était motivés aussi. Voilà, donc ça résume un petit peu le côté vraiment humain de ce confinement. Peut-être maintenant qu'on peut passer éventuellement aux difficultés ou en tout cas aux impacts que le distanciel ont pu avoir sur le côté plutôt travail et même si on l'a déjà un petit peu survolé, le travail universitaire, le travail d'enseignante ou d'apprenante. Et voilà, peut-être définir quelques limites, quelque chose qui peuvent être différentes de ce qu'on a pu vivre au premier semestre, même de l'année d'avant. Personnellement, je connaissais pas du tout le confinement, le distanciel avant ça. J'étais enseignante à l'étranger l'année d'avant, puis je suis rentrée pile pour le confinement. Donc, j'ai pas du tout connu cette modalité de présentiel, distanciel avant ma rentrée. En tant qu'étudiante, du coup, bon, comme je mentionnais juste avant, les transports, ça permet de gagner du temps considérable pour son travail et de juste être moins fatigué. L'informatique, par contre, tout ce qui était Zoom, etc., c'était vraiment un grand pas pour moi de découvrir ces plateformes-là avec tout ce qui est lié, c'est-à-dire être très connecté en permanence, de vérifier sur plusieurs sources différentes les messages qu'on peut recevoir, que ce soit sur Teams, sur Zoom, sur mail, sur la boîte mail de la fac, sur la boîte mail perso, etc. Les cours, après les cours en restant en synchrone, donc en synchrone, c'est-à-dire pendant l'heure de cours usuelle qu'on avait en présentiel, ça permettait aussi d'avoir un travail efficace qui se faisait au moment même et pas avec des projections de je ferai plus tard, ça va bien aller. Les cours restaient dynamiques, puis effectivement, comme Madame Rousseau l'a mentionné, on avait nos classes on se connaissait depuis quelques mois, donc on avait pu déjà avoir une classe soudée et se connaître et se soutenir. Même si voilà, le distanciel pour les travaux de groupe, ça peut être compliqué, le distanciel pour la disponibilité, pour les réunions, pour se voir entre deux cours, ça peut être vite compliqué parce qu'il faut chercher les informations un petit peu partout. On s'est retrouvé rapidement à avoir beaucoup plus de travail
travail voilà, personnel, à se dire en fait on est connecté de 8h du matin à 8h du soir, si ce n'est plus, pour certains, certaines. Voilà, puis se remettre au travail quand on a à côté le repas qui refroidit, voilà, la famille qui peut être autour, ça peut être compliqué pour certains. Voilà, la caméra, des fois, c'est très intrusif dans la vie privée. On a tous connu et découvert les filtres, du coup, pour divertir un petit peu pour se divertir un peu en cours aussi. Et voilà, les interactions étaient globalement un petit peu perturbées, mais voilà, pour le côté étudiant. Quelqu'un veut suivre sur son retour? Moi, je veux bien rebondir sur ce que tu as dit, Natacha, par rapport à la caméra. Et c'est vrai que en tant que titulaire, déjà, on avait la chance que SELF, et ils ont Moodle aussi, ils avaient Teams, donc nos étudiants étaient formés à l'utilisation quand même de cet outil numérique. Mais ça a été dur de faire mettre la caméra à nos étudiants au départ. Et je pense que Madame Rousseau sera d'accord, c'est très compliqué de faire cours à juste des petites vignettes d'initiales pour les prénoms. Donc ça, c'était une difficulté. Après, ils ont commencé à mettre la caméra, donc c'était plus agréable. Aussi, vraiment, les limites, c'était par rapport aux activités. Nous, en tant que stagiaires au SELF, on anime des ateliers de conversation. La conversation, c'est moins facile en distanciel sur Teams et surtout pour les activités. Avec mon binôme, on aimait beaucoup les activités en mouvement. Par exemple, on avait organisé un rallye au sein de la classe. Bah, c'est sûr qu'en distanciel, on ne peut pas le faire. Donc, il faut vraiment adapter ces activités, faire en sorte que ça soit possible à travers l'écran. Mais on a eu de la chance, nos étudiants ont joué le jeu quand même. Mais c'était vraiment compliqué au début. Marie-Jeanne, est-ce que c'était aussi compliqué de ton bon point de vue d'apprenante, on peut dire? Est-ce que toi, tu avais des cours de FLE ou précisément, ou tu avais que tes cours de fac en fait? Bah, j'avais les deux. Tu avais les deux? Comment ça se passait? C'était compliqué parce qu'il y avait des problèmes de connexion. Les fameux. Ce qui fait qu'au début, j'arrivais tout le temps en retard, tout le temps, sans raison. Mais il y avait aussi le petit problème de la caméra. Parce que pour certains, j'avoue que des fois, c'est un peu frustrant d'être en cours et de ne voir personne, que des vignettes. Et peut-être que ça a aussi un peu joué sur mon mental. Mais après, il y avait aussi des petits problèmes avec ma caméra, parce que dans le sens où elle ne passait pas. Donc ça me faisait encore un peu plus mal parce que je ne pouvais pas voir qui me parlait et je ne pouvais pas aussi montrer aux autres qui je suis. Et sur ton travail personnel universitaire, peut-être que tu as eu des... Voilà, est-ce que c'était plus simple de travailler quand même? Enfin, tu nous as un peu évoqué ça avant, mais... Ça m'a... Au début, ça me motivait, mais avec le temps, je n'arrivais plus à suivre en fait la cadence. Ça me démotivait. J'étais obligée vraiment des fois de ramer, de vraiment pousser un peu plus loin et de me dire ça va aller, il faut avancer. Et vu que je suis seule, je suis dans la chambre, c'était encore un peu plus démotivé qu'avant. Mais certains profs arrivaient à me pousser, à me dire que ça va aller, il faut rester positive. Et nous sommes là. On m'envoyait tout le temps des mails au début. Plus précisément, ma responsable pédagogique m'envoyait tout le temps des mails. Et certains profs aussi m'ont beaucoup aidé en m'envoyant des fois quelques activités en plus pour me dire, écoute, voilà si ça peut t'aider pour ta formation l'année prochaine. Ok. Alors du coup, on attend aussi avec impatience le retour de l'autre côté de la classe, si on peut dire. Alors de l'autre côté de la classe, on a vraiment vécu les choses, comme disait tout à l'heure Valentin Fussy, sous la forme de présentiel empêché.
Donc, on a conçu nos cours de sorte que ça ne se transforme pas en formation à distance, mais que ce soit vraiment, on avait fait un choix collectif qui était de dire, à partir du moment où on n'a plus cours en présentiel, on maintient l'emploi du temps tel qu'il est. On fait cours aux horaires de cours. L'idée qui était derrière, c'était évidemment de vous permettre de garder un rythme de travail et de vous accompagner justement dans votre quotidien et dans le fait d'avoir un rythme de travail. Alors après, évidemment, ça a demandé une charge enseignante importante aussi, hein, du côté de la préparation des cours. On a eu la chance de ne pas avoir trop de problèmes de connexion quand même pour pouvoir vous faire cours et assurer les différents créneaux qu'on avait. Et on était fort quand même pendant ce premier semestre du fait qu'on avait déjà vécu un premier confinement, une première expérience d'enseignement à distance. Il y a eu énormément de journées d'études au mois de juin, d'échanges pédagogiques, de réflexion sur l'adaptation des formations et des contenus pédagogiques pour la rentrée. Et donc, on a aussi pu bénéficier de différents outils techniques qui nous ont un peu aidés pour dynamiser un peu les cours. Malgré tout, je rejoins tout à fait Maëlys, c'est un peu difficile de faire cours à des macarons. C'est un peu fatigant. Alors, on a fait beaucoup de travaux de groupe. Enfin, en tout cas, on a essayé de faire des travaux de groupe et faire en sorte de pouvoir prendre de temps en temps la température du groupe de manière collective ou de manière individuelle. Ça, on l'a fait quand même à plusieurs reprises dans le semestre. Alors, moi, juste, je voudrais vous confier ce qui m'a manqué le plus quand même. Ce qui m'a manqué le plus, c'était les intercours. Et le fait de ne pas avoir votre feedback, parce que finalement, quand on est en classe, on a tout un accompagnement visuel, non-verbal, paraverbal, qui fait qu'on arrive à voir si le groupe suit, si on a certains étudiants qui sont perdus ou qui ne sont pas d'accord. Vous faites des clins d'œil entre vous. Vous pouvez vous envoyer des messages, et on le sait quand même. Et ça, je trouve ça très agréable en fait en tant qu'enseignante. Et on perd toute cette dimension-là en étant en distanciel. Alors, j'arrivais de temps en temps à suivre ce qui se passait dans la conversation. Oui. Et je participais aussi avec vous et ça me faisait bien rire. Mais parfois, en fait, on n'arrive pas trop en tant qu'enseignant à savoir où vous en êtes dans votre apprentissage, de savoir à quel moment vous vous sentez bien, à quel moment vous arrivez à suivre, vous êtes concentré ou à quel moment est-ce que vous avez des perturbations, que ce soit de l'ordre de la connexion technique, mais aussi le fait de ne pas pouvoir se concentrer parce qu'on a le téléphone portable à côté et qu'il y a plein de copains qui écrivent des trucs sur Facebook super intéressant et vachement plus intéressant que ce que peut raconter le prof ou des travaux de groupe qu'on est en train de mener. Donc ça, je trouve ça assez difficile en tant qu'enseignante. Je dois dire que je n'ai pas encore trouvé de remède miracle et de solution miracle pour remplacer ce qui se passe dans la classe. Oui. Peut-être Valentine pour... Il y avait quelqu'un qui a rentré. Oui, juste pour vous indiquer que vous avez moins de 10 minutes pour la fin. Oui, on termine là. Oui, merci Valentine. Du coup, madame, peut-être vous mentionniez voilà, le fait d'avoir prévu tous les cours en distanciel, déjà tout prêt, et ça c'était, je pense, commun à toute l'équipe pédagogique du master, d'avoir les cours déjà prêts. Je pense que c'est une chose à mentionner, vraiment, ça a beaucoup changé l'organisation et le fait qu'on ne soit pas perdu, nous, de notre côté. Je vais peut-être rajouter un petit détail, effectivement, avant qu'on conclue avec les autres intervenantes, sur quelle solution, en fait, vous n'en aviez pas peut-être non plus énormément, mais peut-être encore une solution de qu'est-ce que vous avez pu développer. Alors moi, je veux bien intervenir parce qu'en fait, j'ai fait une liste longue comme le bras. Mais je vais essayer de le dire très vite. Terminé, ouais, on va Alors, en solution, on a essayé surtout d'anticiper la rentrée avec les collègues, de faire évoluer l'accueil des étudiants et d'aménager, de trouver des solutions pour l'aménagement des stages. Alors, j'en reparlerai cet après-midi. On a aussi travaillé sur quelles compétences développer en tant qu'enseignant et notamment lors de présentiel empêché. Donc, ça fait évoluer aussi le contenu de la formation.
Pour ma part, j'ai senti que j'étais quand même davantage réactive aux mails et aux signaux que, en tant qu'étudiant, vous pouvez nous envoyer pour savoir comment vous alliez, comment adapter les cours. Et puis, on a mené quelques petites actions voilà, ponctuelles. Alors, ponctuelles et puis parfois indirectes, sans qu'en tant qu'étudiant, vous vous en rendiez compte. Par exemple, à la rentrée, j'avais mis en place un Padlet de présentation pour que très rapidement, vous vous connaissiez. On ne savait pas combien de temps on allait pouvoir faire cours en présentiel. Donc, c'était important. On a monté un questionnaire sur le métier d'enseignant. On a aussi travaillé sur une prise de notes collaborative, ce qui permet encore aujourd'hui de permettre aux étudiants qui sont empêchés, qui ne peuvent pas venir, qui ont des difficultés, de continuer à suivre la formation malgré des absences. De manière plus ludique, j'ai mis en place des défis DM1. Alors, sur des thématiques, on a commencé avec vert, après c'était à l'envers. Enfin, voilà, vous étiez en petites équipes. Et puis, l'idée, c'était un peu de continuer à travailler sur votre cohésion de groupe une fois qu'on était confinés. Et puis, on a aussi fait appel au service de médecine de l'université. Alors, avec des résultats qui ne sont pas des résultats miracles, hein, loin de là, mais notamment par rapport à ce que disait Marie-Jeanne sur le fait d'avoir des difficultés à dormir. On est tout à fait conscient de cet aspect-là. Donc, il y a eu une intervention du service de médecine auprès des étudiants qui le souhaitaient pour discuter de la question du sommeil et accompagner certains sur des techniques de respiration. Et puis, à titre personnel, alors il y a eu aussi Cuisine et compagnie, des petites recettes de cuisine que vous avez filmées à destination des doctorants de l'université. Et puis, à titre personnel, 4 petites choses. J'ai beaucoup progressé en jardinage. J'ai découvert mon quartier, la Croix de Prunier. J'ai beaucoup progressé en couture. Et d'ailleurs, je me suis habillée maison pour vous aujourd'hui. Et j'ai lutté avec mes enfants pour qu'ils arrivent à sortir de leur bulle, justement, et qu'ils ne restent pas enfermés entre eux, qu'ils continuent à avoir des contacts sociaux. Voilà, j'ai essayé de faire vite. Merci pour ce retour très complet. Finalement, vous aviez pas mal de choses à dire. Effectivement, se sortir ou des solutions qui auraient pu être développées pour en tout cas notre classe, on a eu un peu un besoin un peu vital de sortir de chez soi. Au final, le deuxième confinement le permettait un peu plus, avec voilà, plus de sorties, s'autoriser et se forcer à faire du sport, à ressortir, à prendre l'air, parce qu'on passait littéralement 12 heures sur sa chaise par journée, et aussi éventuellement couper les écrans, mais de manière, voilà, Teams, c'est fini pour le week-end, on n'y touche plus. Aussi, voilà, essayer de compartimenter un peu vie privée, vie publique, vie professionnelle, pardon. Voilà, et puis continuer effectivement à s'entretenir aussi mentalement avec des activités qui peuvent nous plaire, et vraiment se rappeler qu'on est chez soi, mais on a le droit aussi à avoir nos activités privées. Voilà, peut-être si vous voulez conclure, Marie-Jeanne et Maëlys là-dessus, puis après on va passer aux questions rapidement. Moi, ça m'a permis de me redécouvrir. Parce qu'avant, je dessinais beaucoup et tout d'un coup, j'ai arrêté sans raison. Et là, je me suis remise à dessiner et je me suis dit que c'était vraiment agréable, que je ne sais pas pourquoi j'avais arrêté tout d'un coup. Ensuite, j'ai aussi découvert le yoga, qui m'a beaucoup aidée à dormir surtout et à prendre aussi soin de moi. Et maintenant, je sais comment me tresser toute seule. La plus grande expérience de ma vie et c'est formidable. Très bien. Merci, Jeanne. Marie-Jeanne, pardon. Et puis, moi, il n'y a pas de solution miracle, hein, mais la séparation vie privée-travail qui était très importante. Et aussi apprendre à ne pas culpabiliser. Aussi, des fois, quand on voyait le lendemain qu'on avait eu un message d'un étudiant, bah, pas culpabiliser en se disant on aurait dû répondre plus tôt. Et aussi accepter de faire des erreurs en tant que stagiaire. On débute et c'était compliqué de sauter dans le distanciel. Donc vraiment apprendre que faire des erreurs, c'est OK, qu'on apprend de ses erreurs et qu'on s'améliore. Et voilà. Très bien, Maëlys. Merci beaucoup. Et on est sur un timing parfait. On a tenu 30 minutes. Très bien. Très bien. Merci à vous. Je conclue rapidement. Peut-être merci à vous trois pour votre intervention. Pour certaines, c'était un petit peu dernière minute et
voilà, on a eu quelques soucis, il faut être honnête aussi. C'est ça aussi les joies du distanciel pour se rencontrer, etc. Mais voilà, moi, je vous appelle d'ici de Grèce et on a réussi quand même malgré tout à se réunir aujourd'hui. Et j'espère que ces témoignages vous auront donné un aperçu un peu plus réaliste finalement du distanciel à la fac. Merci à vous. Merci beaucoup, Natacha. Merci beaucoup à l'ensemble du BDE. Et comme vous le dites, Natacha, c'est vraiment un ensemble de témoignages qui pose un peu le cadre des différents échanges que nous avons. L'idée pour nous, c'est justement de réfléchir à ces différentes expériences personnelles, à ces différentes expériences professionnelles de groupe, quelle que soit la situation, des expériences en France, à l'étranger, en Afrique, un peu de partout dans le monde. Et vous avez très bien fait de balayer, de nous préparer le tapis des différents échanges qui vont intervenir pendant toute la journée. Merci sincèrement pour ce panel d'expériences que vous nous avez proposé. Et puis nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous voyez donc une première expérience d'intervention pendant une journée d'études, c'est pas la fin du monde, ça peut se faire. Donc je pense que là vous avez gagné quelque chose en plus aussi dans votre formation. Donc nous allons continuer avec la prise de parole de Myriam. Et je souhaiterais commencer par dire que, en fait, Myriam, le titre, c'est Bas les masques, faire tomber l'illusion de la langue. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est un titre succulent. Moi, je l'ai souvent dit, j'aime beaucoup sa façon de rentrer dans les discussions, les titres toujours parlants, des titres parfois percutants, parfois décalés. Moi, ce sont des prises de propositions auxquelles je suis sensible en tout cas. Myriam est maîtresse de conférences à l'université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3, spécialiste de littérature francophone et française. Elle réfléchit aux pratiques et aux théories de la traduction à partir d'un arrière-plan épistémologique qu'elle appelle l'indiscipline. Il ne s'agit pas de l'interdisciplinarité, il ne s'agit pas de la pluralité, mais l'indiscipline. Elle est actuellement membre de l'IUF, Institut universitaire de France, et directrice du Centre d'études québécoises. Elle a comme thématique de recherche l'hétérolinguisme littéraire, la recherche, action, création dans la perspective de la coélaboration du savoir. Et parmi quelques-unes des publications que j'ai pu rencontrer, je ne parle pas ici d'articles, j'ai pu rencontrer l'imaginaire hétérolingue qu'elle a publié en 2014, c'est un ouvrage publié chez Garnier. L'indiscipline, tentative d'intercité, je ne vous dirai pas comment c'est écrit intercité, à l'usage de lithographistes, artistes, techniciens et autres philopraticiens, publié en 2016. Elle a publié également, Myriam, l'horizon est ici, c'est pour une prolifération des modes de relation, là c'est en 2019. Et moi, j'ai découvert Myriam pour la première fois, comme ça, à travers une intervention qu'elle avait préparée qu'elle appelait La langue n'existe pas, hein, qui avait été diffusée dans le cadre d'une série d'histoires courtes. Et je vous inviterai à aller voir ces histoires courtes beaucoup plus tard. C'est une série très stimulante dans laquelle on montre, elle essaie de montrer en quoi la littérature permet de conceptualiser la langue sous une forme diffractée. Je laisse la parole à Myriam qui pourra davantage revenir sur ces notions. Et puis bon, voilà. Tu as la parole, Myriam. Quelle introduction! Merci Valentin, introduction au singulier et au pluriel. Merci beaucoup pour tout ce qui a déjà été partagé depuis l'ouverture de cette session. C'est déjà fort riche. Je salue le travail du BDE. On n'a du coup pas vraiment eu le temps de vous poser des questions. Peut-être qu'on peut le faire dans le chat ou peut-être qu'on aura d'autres moments d'échange. Parfois, les temps de parole se succèdent avec un rythme un peu effréné. Je vais du coup essayer de ne pas prendre trop de retard sur le mien pour qu'on ait des temps justement d'échange et de discussion et de questions. Alors du coup, un peu sans attendre, je tente le partage d'écran grâce à Maëva en assistance de Valentin et moi hier. On s'est dit qu'il valait mieux faire comme ça avec le bureau au complet. Moi, je ne vous vois plus du coup. Est-ce que vous pouvez me dire si jamais ça ne marche pas ou s'il y a un bug? C'est bon, pour l'instant, ça marche, oui. Pour l'instant, ça va. Merci beaucoup. Alors, n'hésitez pas à me dire si jamais il y a
souci technique ou une question pressante, on peut tout à fait intégrer l'imprévu, puisque vous allez voir que c'est l'un des principes de ce que je vais vous présenter, même s'il y a quand même un plan que voici. Je vous proposerai dans un premier temps de faire une expérience de lecture. Dans un deuxième temps, je tâcherai de déployer un peu rapidement une proposition théorique pour un imaginaire hétérolingue, mais j'irai assez vite parce que j'aimerais surtout pouvoir, grâce à cette invitation, dont je suis vraiment très reconnaissante, vous exposer une véritable hypothèse de travail en cours. Donc, c'est vraiment le plus récent, hein. C'est grâce à l'invitation de Valentin et de Maëva que je remercie, du coup, sans aucun salam-alek rhétorique, mais en toute sincérité, puisque ça m'a vraiment donné l'occasion d'essayer de réfléchir à quelque chose que je n'avais pas encore pensé. Donc, je voudrais surtout avoir du temps sur cette troisième partie, qui sera sans doute aussi la plus polémique, pour avoir aussi vos retours, puisqu'il s'agit véritablement d'un travail en cours. Mais je voudrais aussi que nous prenions le temps de la première partie, puisque nous avons souligné l'implication du BDE dans la journée d'aujourd'hui déjà à plusieurs reprises, et que c'est justement grâce à elle que j'aimerais animer cette expérience de lecture. Alors, elles ont accepté de jouer avec moi et de le faire sans filet, puisque l'idée, c'est, comme le disait Valentin, de faire l'expérience d'une diffraction, c'est-à-dire aussi d'une défamiliarisation de la langue, ou de ce qu'on appelle la langue. Il s'agit donc de se laisser surprendre et peut-être même de ne plus savoir lire. Alors, avant de les lancer quand même, il y a ce premier extrait, et Valentin, j'aimerais bien que tu te livres, s'il te plaît, à l'exercice de la lecture à vue, pour que les étudiantes sachent qu'elles ne sont pas les seules à être prises dans mon piège et que nous pouvons nous y livrer aussi. Vas-y, c'est à toi. C'est la note de bas de page. S'il te plaît. Cute, charmant, mignon, joli, poétique. So too much. Merci beaucoup, magnifique. C'est donc effectivement une note de bas de page qui vient d'un... Ah, attendez un instant, mon PowerPoint est coincé. Ah, voilà. D'un roman de Régent Ducharme qui s'appelle L'hiver de force. Et donc, quand on plonge sous la note sous la ligne de bas de page, on s'attend à trouver quelque chose qui fonctionne à la manière d'un lexique, où il y aurait du coup une frontière qui nous permettrait de comprendre à gauche de la frontière un mot identifié comme étranger et à droite une explication dans une langue qu'on est supposé comprendre. Or, ici, on se rend vite compte que ce mot qui apparaît dans le texte avec sa graphie très française et très étrange, cute, est en réalité en anglais, mais que l'anglais apparaît aussi dans le territoire de ce qui est censé être la langue familière, si bien qu'en fait, il n'y a plus vraiment de frontières qui fonctionnent et une grande porosité entre des langues qui sont habituellement opposées de part et d'autre des deux solitudes. Alors, maintenant que Valentin, tu as lancé le jeu, j'invite les étudiantes du BDE, dans l'ordre qui les tentera en fonction des textes, à faire les lectures. Voici le premier texte. Si vous voulez bien vous lancer, plus ce sera rythmé, moins vous aurez le temps de réfléchir et plus ce sera parfait. Surtout, trompez-vous. C'est à vous de jouer. J'y vais. Génial. Je ne comprenais pas le pourquoi des ventes sales, sinon qu'elles n'étaient pas le contraire des ventes propres. De simples mots ne cachant pas leur polysémie, à désespérer de tout. Je ne suis pas d'ici. On ne devient pas québécois. Rendre la parole aux immigrants, à leur solitude. Give me a smoked meat, une rencontre fumée comme il y a des rencontres racies et des rencontres bleues. C'était un pays bleu. Merveilleux, merci beaucoup. C'était un extrait de La Québécoite de Régine Robin qui thématise sa propre incompréhension. Elle ne comprend pas, et nous non plus, quand on lit une première fois, on ne comprend pas c'est quoi cette histoire de vente sale, qui ne sont pas le contraire de vente propre. C'est un panneau bilingue où on peut lire aussi. Je ne comprenais pas le pourquoi des ventes sales, sauf qu'évidemment, à la première lecture, on ne le lit pas comme ça, et si on le lisait comme ça, ce ne serait pas drôle puisqu'on comprendrait. Et il s'agit justement de faire l'expérience d'une incompréhension. Et puis la fin du texte joue sur une autre équivoque entre meat et meat, homophone ou quasiment en anglais, où la viande devient une rencontre et l'ensemble du texte joue de zones d'indistinction croissantes entre les langues. Merci beaucoup pour cette première lecture. Attention, en voici une deuxième.
Qui se lance? On voit pas la suivante, si? Non, voilà. Est-ce que vous la voyez? Oui, là on la voit. Oui, on la Ben, voit. je veux Super. bien lire. Génial, merci beaucoup. Alors, c'était une station française. La voie donnait l'adresse d'un quelconque commerce situé Upper Lakin Road. Je possédais assez d'anglais pour savoir que Lakin n'est pas synonyme de Chania et assez franco-québécois pour apprendre que Upper Lakin Road n'est pas de traduction. On ne traduit ni Lakin en anglais, ni Upper et Road en français à Berlin-Ouest. Je connaissais en ce pays de connaissances le fameux mur. J'étais rassurée, la Chine était bel et bien en Amérique française. Merci beaucoup, merveilleux. Alors, vous voyez là, le texte met en scène avec les capitales des mots qu'on ne sait pas comment lire et lui-même ne sait plus très bien où il en est, puisqu'on finit par être à la fois à Berlin et en Chine, puisqu'on est à Montréal. Et c'est vraiment l'indistinction là qui gagne jusqu'au repère géographique. Alors, il s'agit d'un extrait du mur de Berlin PQ, pas pour papier cul, mais pour Province du Québec de Jean Forest, qui joue de l'écriture et là aussi des jeux de consonance entre la Chine en français, China en anglais, mais pas vraiment, la Chine et la Chine, qui est un quartier historique du canal La Chine à Montréal, mais peut-être finalement à Berlin ou quelque part où on mange du pâté chinois. Donc là, il y a une espèce de mise en abîme entre l'impossibilité d'identifier les langues en présence quand on les entend à la radio, puisque c'est le cas de l'extrait, et les repères géographiques qui valsent. Encore une autre. Je peux peut-être y aller. Eh oh, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait quelque chose, là? J'ai fait quelque chose? Ta gueule, toi! Toi, déjà, tu parles comme ça, ok? Je te connais pas, et puis tu n'es ni ma chemise, ni mon caleçon. Le roi Mathias a seau à chier dans un seau. Le premier qui parle mangera ce seau de merde. Il faudra le dessiner, car avant, quand la terre était encore pleinte, enfin... Merci beaucoup, très joli. C'est un extrait de Quant à jeu qui s'écrit doublement de Cataline Molnar, dont le texte est intégralement écrit, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'un graphiste, Pierre Discoulio, a de son côté inventé une graphie qu'il imagine à la fois utile pour tous les curieux et les curieuses de la langue, les théâtreux, les théâtreuses et les apprentis d'un français langue étrangère qu'il appelle le cantange, et qui fait tout à fait penser à cette graphie. Alors là, on a un effet inverse, on a l'impression qu'on n'y comprendra rien. Et en fait, quand on se lance dans la lecture, ça devient tout à fait lisible puisque c'est phonétique. Un autre exemple? Je veux bien lire. Merci. Aller à la ligne, c'était le premier jour. Point. Elle venait de loin. Point. Ce soir, au dîner, virgule, les familles demanderaient, virgule, ouvrez les guillemets. Ça s'est bien passé le premier jour? Point d'interrogation. Fermez les guillemets. Au moins, virgule, dire le moins possible, virgule. La réponse serait, virgule, ouvre les guillemets. Il n'y a qu'une chose. Point. Ferme les guillemets. Ouvre les guillemets. Il y a quelqu'une. Point. Loin. Point. Ferme les guillemets. Et on laisse peut-être du coup le silence pour la lecture des idéogrammes qu'on est capable ou pas capable de lire, peut-être même pas nécessairement de reconnaître. Est-ce que c'est du japonais, du chinois, du coréen? En l'occurrence, il s'agit d'un extrait de dictée de Teresa Ha-Kyung-cha qui, par moment, peut donner l'impression de modifier la représentation que l'on a de la question du bilinguisme. Ça n'est pas l'apport de deux territoires séparés, mais plus exactement quelque chose d'intermédiaire qui se patente à la rencontre des deux. Je me rends compte que le temps passe. Je vais un tout petit peu plus vite. Voici le dernier extrait. Du coup, je vais le lire. Merci. Alors, l'instar de l'Acadienne ancêtre, en invoquant le dieu Shamash, patron des voyageurs, je reconnais l'arabe, soleil ogre qui dévore mes troupes sur l'aride steppe. Sans ascendance, son éclosion reste obscure, réclamée par personne, se meurt et l'héritage de tous.
Merci beaucoup. Avec là aussi des graphiques, on est peut-être en mesure d'identifier ou peut-être pas même d'identifier et du coup certainement pas de lire, à la fois en arabe et en sumérien. On est presque comme devant une partition graphique qui inviterait à la danse, peut-être au moins autant qu'à la lecture. Merci beaucoup, beaucoup pour ces expériences. Je crois que c'est vraiment en faisant l'épreuve des textes qu'on est le plus juste dans ce que j'appelle un imaginaire hétérolingue. Mais si j'essaye quand même de formaliser un tout petit peu de façon théorique ce dont il s'agit, je dirais cela, c'est au fond une manière de lire le S de français comme une marque de pluriel, de ne plus croire qu'il s'agit d'une langue une et indivisible, mais d'une multitude de pratiques qui sans cesse font et défont ce qu'on appelle la langue. Cette idée n'est pas nouvelle, je vais aller très très vite, on la trouve chez des littéraires, des théoriciens de la littérature, des théoriciennes comme Lise Gauvin ou comme Laurent Génie. On la trouve aussi chez des écrivains et des écrivaines. Abdelkébir Khatibi écrit « La langue française n'est pas la langue française, elle est plus ou moins toutes les langues internes et externes qui la font et la défont », ce qui est une très belle traduction du français en français de ce que dit Laurent Génie. On retrouve la même idée chez des philosophes, comme Deleuze et Guattari par exemple, et chez des sociolinguistes, pour n'en citer qu'une, Cécile Canut. Et à la croisée de la stylistique et de la philosophie et de l'approche de la littérature chez Bakhtin, par exemple. Mais c'est chez Régnier Grüttmann que j'ai trouvé ce terme forgé d'hétérolinguisme qu'il a inventé pour sa thèse de doctorat, paru en 1997 sous le titre « Des langues qui résonnent l'hétérolinguisme au XIXe siècle québécois » et qu'il décrit comme la présence dans un texte d'idiomes étrangers, sous quelque forme que ce soit, aussi bien que de variétés sociales, régionales ou chronologiques de la langue principale. Dans un autre article, il insiste pour dire que c'est une manière de prendre le contre-pied de ce qui se voudrait une langue saussurienne, une et indivisible. Et il spécialise vraiment la notion pour en faire un usage exclusivement poétique. C'était déjà le sens de l'emphase par les italiques dans la citation précédente, dans un texte. C'est pour cette raison que moi, j'ai eu envie et besoin d'élargir un peu la notion et de parler d'un imaginaire hétérolingue, j'y reviendrai, mais aussi de redéfinir l'hétérolinguisme, non pas comme la présence de différentes langues, mais comme la mise en scène d'une langue, comme plus ou moins étrangère, le long d'un continuum d'altérité qui est construit dans et par un discours ou un texte donné. Parce que si en effet on diffracte la langue suffisamment pour ne plus même pouvoir l'identifier de façon assurée, alors ça n'est pas de coprésence qu'il s'agit, mais bien de mise en scène. Et ce continuum va d'une mise en scène d'une langue comme tellement étrangère qu'éventuellement on ne peut même plus savoir de quelle langue il s'agit, jusqu'à une langue si familière qu'éventuellement on ne voit même plus qu'elle est étrangère. Il n'y a donc plus des entités séparées, mais une variation continue, puisque le long de ce continuum, on ne se déplace pas selon des catégories, mais selon des encyclopédies de lecteurs ou de lectrices qui font qu'on ne va pas se situer exactement au même endroit du continuum. Si vous lisez l'arabe, par exemple, vous ne vous arrêtez pas dans le texte de Meddeb et vous n'identifiez pas cette langue comme tellement étrangère que vous ne pouvez pas l'identifier, c'est-à-dire au-delà du seuil de lisibilité. Si, à l'inverse, vous êtes extrêmement sensible à l'étrangeté qui apparaît dans le texte de Régine Robin, même si elle ne se voit pas, vous allez identifier la langue anglaise, en l'occurrence, comme étrangère, même si elle est au-delà du seuil de visibilité, puisqu'il n'y a aucun balisage, aucun italique, aucune majuscule qui permet de mettre en scène de façon spectaculaire la langue comme autre. On bascule donc, et c'est là que j'en arrive à l'idée d'un imaginaire, dans un autre paradigme, un autre logiciel de pensée. On a l'habitude du pluri ou du multilinguisme qui additionne les langues. Mais du côté de l'hétérolinguisme, c'est la langue qu'il s'agit de penser autrement. Pour le montrer encore différemment, on sort d'un paradigme ou d'un imaginaire monolingue où domine une équation du type « une langue une et indivisible correspond à un État-nation et à un sujet entier, plein et cohérent », pour aller du côté de quelque chose d'un peu plus inquiétant et plus difficile à représenter. J'ai emprunté là un autoportrait en photomontage de Claude Cahin, alias Lucie Schwob, qui s'appelle « Que me veux-tu ?»
Et en écoutant Valentin un peu plus tôt, je me suis dit on pourrait aussi prendre le masque de la tragédie antique qui m'a amené à reprendre aussi le terme un peu antique d'éthos. En fait, c'est une mise en scène de soi dans et par le discours qui est opérée à chaque fois qu'on négocie d'une façon singulière avec la différence à la fois entre les langues, mais aussi à l'intérieur même de chacune d'entre elles, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis, en essayant de trouver des analogies visuelles et des représentations, je me suis dit que c'est comme de basculer d'un paradigme où on penserait l'équation d'un corps sain dans un esprit sain vers quelque chose qui serait beaucoup plus micellaire, qui serait beaucoup plus rhizomatique, qui serait beaucoup plus interconnecté, puisqu'il s'agit d'accueillir les hétérogénéités à l'intérieur même de ce qu'on croit être une entité stable, homogène. Et j'ai retrouvé cette référence qui est très importante à mes yeux de Roberto Esposito, ici traduit de l'italien par Bernard Chamaillou dans un ouvrage intitulé « Communauté, immunité, biopolitique ». Je vous laisse éventuellement lire la citation, j'essaie juste de paraphraser un peu rapidement pour en arriver à mon hypothèse de travail. Roberto Esposito montre comment s'est élaborée à partir de la biologie une certaine représentation de ce que c'est l'immunité et comment cette représentation de l'immunité a gagné du domaine de la biologie jusqu'à la politique, notamment au moment de l'émergence des États-nations, et puis à plein d'autres domaines du droit, notamment. Et comment c'est en se fondant sur une certaine compréhension datée et erronée de l'immunité comme une forme d'étanchéité entre un corps qui devrait pouvoir rester complètement fermé sur lui-même pour ne pas se laisser attaquer par des attaques juste de l'extérieur, qu'on en arrive à tout un régime de séparation et de frontières. Et je crois que dans la situation qui est la nôtre, c'est peut-être précisément autour de cette conception de l'immunité qu'il faudrait se donner les moyens de pouvoir revenir pour proposer d'autres façons de faire face à la situation qui est la nôtre. N'ayant pas les compétences pour redémontrer biologiquement en quoi on pourrait modifier la conception de l'immunité, je propose de faire un peu différemment et de penser différemment ce qu'on appelle la langue pour suggérer d'autres manières d'agir, de penser, de créer et de ressentir dans la situation qui est la nôtre. Alors, je vois qu'il ne reste que 5 minutes. Je vais les utiliser pour vous présenter quand même mon hypothèse de travail. J'espère qu'on aura un autre temps pour la discussion et j'espère que ça n'ira pas trop vite. Alors, il y a 4 points que je voudrais développer. Le premier, c'est qu'il s'agit peut-être avant tout de sortir du monalisme lexicaliste. Valentin a déjà évoqué la manière dont plein de termes ont été créés au moment notamment du premier confinement et plein de collègues se sont déjà intéressés à ces terminologies. Pendant ce temps, l'Académie française voudrait surtout qu'on dise la Covid et pas le Covid, alors que l'autorisation de genrer et de féminiser le lexique n'est toujours pas acquise pour l'administration. Mais ça, je n'ai pas le temps de développer. Ce que je voudrais surtout dire, c'est que je crois que ce n'est pas en s'arrêtant aux éléments de lexique qu'on n'a la conception la plus juste de ce que c'est la langue, ni la manière la plus intelligente de pouvoir penser ce qui nous arrive. Et moi aussi, j'ai lu et entendu Barbara Stiegler reprenant notamment le rédacteur en chef du Lancet, qui à la fois propose un autre terme qui n'est pas celui de pandémie, mais de syndémie, pour penser ce qui nous arrive. C'est ce qui est indiqué en gras, et les gras sont de Barbara Stiegler, mais qui surtout exige qu'on tire une leçon, c'est ce que j'ai souligné à la fin du paragraphe, pour le coup le soulignement est de moi, qui va bien au-delà d'un lexique et qui est dans un réseau, un maillage de complexité qui est à la fois économique, social et politique. L'enjeu de changer de terme, ce n'est pas simplement un enjeu lexical, c'est de se rendre compte qu'il ne s'agit pas d'un problème isolé, fermé sur lui-même, mais d'un maillage, d'un rhizome. Donc là encore, si on pense la langue non pas comme un isolat, et à l'intérieur de la langue, non pas comme des monades lexicales, mais comme un tissu dont les hétérogénéités sont concomitantes à la fois au bord
qui du coup l'articule avec d'autres entités, mais aussi dans une épaisseur stratifiée à l'intérieur d'elle-même, alors de la même façon, on ne peut plus penser que nous avons affaire à une pandémie médicalisée de façon isolée, mais à un problème qui demande à être traité sur des plans différents. Le deuxième point de mon hypothèse, c'est qu'il faut revisiter le présupposé de la communication et aussi du représentationnalisme. Alors, on a beaucoup pensé, notamment à partir de Bühler, mais pas seulement, que la langue était avant tout un instrument permettant de communiquer. Et cette communication, on l'a beaucoup modélisée comme la transmission d'un message depuis un émetteur à un destinataire, la langue étant priée d'être un médium aussi transparent et neutre que possible. Je pense qu'il faut d'urgence, si on n'a pas déjà eu l'occasion de le faire, changer à la fois cette conception de la langue et de la communication. Communiquer, ça n'est pas transmettre un message, c'est agir, c'est transformer une situation. Et quand on entend le président Macron dire que nous sommes en guerre sanitaire, ça n'est pas un message qu'il fait passer, c'est un point de vue qu'il fait exister comme une manière de se représenter le monde et donc, encore une fois, de le faire exister. Je ne dis pas que la communication n'est pas importante, et là je salue le travail d'une association comme Watisat, par exemple, qui accueille les personnes en situation de migration avec des outils de communication, mais je dis que d'une part, la communication n'est pas simplement la transmission neutre d'un message, puisque sinon, chaque malentendu ne peut être compris que comme un bruit, un défaut, une erreur de la communication. Alors que, par exemple, les sœurs Servet montrent que c'est au contraire peut-être en intégrant comme structure fondamentale de la communication ce même malentendu qu'on peut, c'est la fin de la citation, replacer l'altérité au cœur d'une communication qui réussit parce qu'on accepte de mal se comprendre. Et corollairement, je pense qu'il faut arrêter de penser que la langue sert d'abord à communiquer. Et là, je me réfère à un manifeste signé par 9 intellectuels antillais en 2009 qui revendiquait la dimension poétique de l'être humain dans un manifeste pour les 10 produits de haute nécessité. Et à un moment où on a pu croire qu'il était possible il faut que je passe tout ça, de se passer de produits de première nécessité comme les livres et l'accès à la culture, il faut au contraire revendiquer que c'est là une haute nécessité et apprendre à la voir un peu partout, cette fonction aussi poétique du langage. Alors là, c'est un aperçu de ce que j'ai pu avoir sous les pieds en marchant dans la rue, mais peut-être qu'il y a d'autres endroits où on pourrait essayer non plus de se voir imposer une communication, mais de rêver qu'il y aurait une fonction poétique du langage, parce qu'après tout, c'est à peu près aussi poétique de voir la vente de livres et de CD être interdite que mangeage de choucroute interdite. Pourquoi pas? Le troisième point, c'est le rapport au corps. Je crois qu'il est temps de réincarner le rapport à la langue. Les textes que vous avez eu l'audace et la gentillesse de bien vouloir lire sont des textes qui donnent à voir la langue comme un corps. Elle est aussi mise en scène dans toute sa matérialité. Et c'est aussi dans un rapport au corps que nous sommes maintenant, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait le bon rapport au corps. Cette représentation-là s'accompagne sans vergogne de tentatives pour nous faire croire qu'il y a un vrai plus dans l'enseignement à distance, que peut-être que ce n'est pas si grave qu'on soit à distance pour cette conférence, qu'on pourra très bien s'emporter de faire un webinaire. Il y a même des tutoriaux extrêmement attrayants, n'est-ce pas, qui nous engagent à nous étirer de façon à être plus productive et plus productif pour le travail sur l'ordinateur. Et tout ça, c'est une conception du corps qui ne tient pas compte d'un certain nombre de paramètres. Par exemple, quels sont les outils que nous acceptons d'employer? Pourquoi est-ce que nous n'employons pas des logiciels libres? Pourquoi est-ce que nous acceptons que Teams prenne le contrôle de notre ordinateur? Les corps virtuels sont aussi des corps qui ont un vrai impact énergétique et écologique et une modalité de surveillance qui nous fait basculer dans un monde dont personnellement je n'ai pas envie et dont je ne suis pas sûre que nous ayons toujours envie, même si nous ne nous donnons pas suffisamment les moyens de penser les outils que nous utilisons. Et il y a, comme très souvent, dans les communautés qui sont considérées comme plus empêchées, la communauté sourde par exemple, une réflexion beaucoup plus aiguë
sur ce qu'est concrètement ce rapport au corps. Et là, vous voyez un prototype de masque qui permet une lecture labiale. Je reprends, grâce à Valentin, cette question aussi d'un rapport au corps genré. Qu'est-ce que c'est d'être une petite fille n'ayant pas un accès à un ordinateur en Inde, par exemple? Et au Japon, juste après Fukushima, j'aurais pas le temps de m'arrêter sur cette citation malheureusement, mais je voulais peut-être juste noter la référence de Yoko Hayasuke, qui propose de cesser de penser son corps comme devant se protéger contre les attaques extérieures, puisque de toute façon, il est traversé. Et puis la quatrième et dernière, oui, pardon. Oui, si tu veux qu'on échange un peu, on n'a plus beaucoup de temps. C'est ça, donc c'est la toute dernière slide de proposition de mon hypothèse, c'est de traduire ce qu'on appelle le FLE, non plus en français langue étrangère, mais en français langue étranger, pour sortir d'un régime de séparation où en fait l'étrangère, ce n'est pas la langue, mais c'est celle qui arrive et qui est supposée ne pas la parler, et que je propose au contraire de rapatrier comme ligne de démarcation à l'intérieur de ce qu'on croit être le plus familier ou le plus propre, pour dire avec Derrida, je n'ai qu'une langue, or ce n'est pas la mienne, et donc de basculer d'un imaginaire de la diversité qui se targue, qu'il y ait une pluralité, mais qui continue à penser en termes d'entités qui sont autonomes et distinctes, pour passer dans un régime de la différence, où on peut bel et bien mélanger les torchons et les serviettes, pour ne plus être dans des frontières qui séparent, mais dans des passages qui modifient toujours les teneurs et les porosités entre elles. C'est une manière de nous rappeler qu'il n'y a pas d'alternative, mais toujours d'innombrables possibles. Et je m'arrête, je suis désolée, c'était un peu rapide. Je vous remercie de votre attention et j'espère surtout qu'on aura quand même un petit temps pour échanger. Merci encore. Merci beaucoup, Myriam. Merci sincèrement pour cette prise de parole qui, ça répond un peu aux questions que je me posais déjà, l'indiscipline, le fait de revoir la langue autrement, de valoriser un point de vue complètement différent qui permet de lire ces rapports aux langues de façon plurielle. Là, tu termines sur le lien entre différence et diversité. Bon, oui, ce sont autant d'éléments qui questionnent, qui permettent de réfléchir. Je souhaiterais laisser la parole à qui voudrait la prendre. Je propose peut-être qu'on se pose 2 questions seulement pour pouvoir avoir le temps de respecter un peu le timing. Dans tous les cas, nous discutons aujourd'hui, c'est toujours le moment de prendre des contacts et puis les échanges pourront continuer sous un autre format et en fonction de leur pertinence. Donc, je laisse la parole à qui souhaiterait la prendre, s'il y en a. Ça met la pression en plus si on dit qu'il y a 2 questions qui sont autorisées. Je suis désolée, c'était peut-être un peu long. Non, mais c'était très pertinent et très profond. Et personnellement, en t'écoutant, bien sûr que je partage énormément les pistes que tu as abordées. Je me suis demandé seulement si toi, tu réservais une place vraiment spécifique à l'imagination dans ce que tu as dégagé, parce que dans l'imaginaire hétérolingue, ce que tu as mobilisé, ce sont des éléments de langue, ce sont des créations, mais en même temps, la dimension imagination, bien sûr que tu parles de la langue sous langue poétique, mais poétique dans le sens littéraire du terme ou bien dans le sens de Roman Jakobson? Je me pose la question. Alors, et encore d'autres, pour essayer de répondre de façon synthétique, d'abord, c'est une très belle question. Je crois que j'ai commencé par employer imaginaire davantage qu'imagination pour suggérer quelque chose de l'ordre d'un logiciel de pensée, d'un référentiel mental. Comment est-ce qu'on change de paradigme? Et imaginaire, pour moi, était un peu synonyme de paradigme. Et puis, je me suis rendu compte en travaillant autour de l'indiscipline que c'était, comment dire, une espèce de problématique embarquée au cœur de ma recherche. Et c'est ce que j'essaye de faire aussi, ne serait-ce que dans la mise en forme d'une intervention ou dans la possibilité de la penser aussi à plusieurs. Comment est-ce que, je suis désolée, il y a plein de poussière d'un coup. Comment est-ce que c'est pas simplement un objet dont on parle, mais quelque chose avec lequel on fait? Et j'étais... Oh là là. Désolée, mais c'est intéressant, ça modifie ma voix. Et justement, particulièrement contente qu'on puisse aussi entendre vos voix
que l'équipe du BDE ait bien voulu lire, parce qu'il ne s'agit pas juste de parler de polyphonie, il s'agit de trouver des manières de pouvoir véritablement tisser des voix qui sont porteuses de ces hétérogénéités. Et je crois que là, ça mobilise une imagination pour que chaque objet d'étude implique aussi des formats qui lui soient spécifiques et singuliers, pour ne pas juste parler à son propos, mais véritablement avec lui et se laisser affecter. Et je crois que c'est à cet endroit-là que ça concerne pas seulement la langue ou pas seulement tel ou tel aspect, mais vraiment une façon de faire avec. Ouais. Une façon de faire avec, une façon d'être concerné. Merci beaucoup, Myriam. Je finis de m'étouffer en coupant le micro. C'est vrai, merci beaucoup de cette intervention, je dirais, qui, comme vient de le dire Valentin, qui répond pertinemment à l'axe de ces journées. On trouve cette problématique également chez les... Vous avez cité donc Abdelkabir Khatibi, vous avez cité Meddeb, et parfois dans leur écrit romanesque, on rencontre des expressions comme, par exemple, je vais au café, je me caféise et je me kiffe. Et puis, ces néologismes, ces expressions, se caféiser et se kiffer, bon, d'abord, c'est quelle langue? C'est un mélange entre la langue française et la langue arabe, et puis des formations verbales qui n'existent nulle part dans le dictionnaire. Et ça dépasse, ça décolle du linguistique pour aller interroger l'imaginaire et puis la sociologie et l'anthropologie. Tahar Ben Jelloul, bon, il écrivait donc j'ai pris ma poupée peut-être et je l'ai mis sous le Seddari. Le Seddari, donc pour un Français, surtout, donc la poupée c'est la poupée, j'ai pris, j'ai caché, mais le Seddari c'est le S, c'est le D, c'est le A, c'est le R, c'est le I, mais cette combinaison phonématique, qu'est-ce qu'elle veut dire en fin de compte pour quelqu'un qui ne connaît pas déjà le mot en arabe? Et puis donc, c'est pourquoi que Khatibi a dit que la langue française n'est pas la langue française. La langue française aussi, elle a été enrichie par toutes les langues. Et du coup, c'est cette richesse, cet enrichissement qui fait la dynamique linguistique et qui fait vivre l'imaginaire. Donc, juste, je ne veux pas être trop lent sur ce point-là. Merci, c'est absolument passionnant et les exemples que vous donnez sont merveilleux. Moi, j'aurais juste à la toute fin une conclusion légèrement différente pour rester cohérente avec mon imaginaire hétérolingue. Je dirais moins que ça enrichit le trésor de la langue, que ça amène à la concevoir radicalement différemment. C'est pas cette merveilleuse francophonie où les apports des auteurs autres viennent déposer des richesses et des trésors. C'est vraiment cette idée pour moi de diffracter, c'est de dire la langue française n'existe pas davantage que kiffer, sédari ou calmer, qui vient aussi de calma et le mot et pas juste le verbe au passé simple se calmer chez Khatibi. Et que c'est du coup non pas dans un rapport d'étrangeté qui voudrait reconduire une frontière où on se dit « Ah là, je m'arrête, je ne comprends pas », mais dans cette expérience de défamiliarisation qui fait que peut-être que ce qu'on croyait détenir, en fait, ne nous a jamais appartenu et où c'est libérateur, où on ne se sent pas dépossédé, où on se sent joyeuse et joyeux de tout ce qui nous traverse et qui n'arrête pas de nous traverser de différences constitutives. Mais les exemples que vous donnez, ils sont merveilleux. Merci. Merci à vous. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed. Merci, Myriam. C'est toujours passionnant de t'écouter, Myriam. C'est toujours... Malheureusement, nous sommes pris par le temps. Là, nous avons déjà... Mais moi, j'ai surtout très, très hâte d'entendre tout le monde. Je suis là toute la journée. Je suis ravie. Voilà. Et merci beaucoup à Julien qui dit que le français langue étrangère, c'est inspirant. J'avoue que je trouvais que c'est un peu audacieux. J'avais très, très peur de vous présenter ça. Et je suis ravie et j'ai surtout très hâte de vous entendre. Donc, je me recoupe le micro.
Merci de l'invitation. Merci beaucoup. Nous allons, en fait, gardons-nous toute la journée, n'hésitons pas à revenir à faire des interventions croisées sur les prises de propos des différents communicants. On a toute la journée pour échanger là-dessus. Là, nous avons déjà pris 5 minutes sur la pause. Je vous propose qu'on arrête là pour l'instant, qu'on prenne une petite pause. Maëva, on peut réduire la pause on peut prendre 5 minutes de pause, c'est très petit ou pas? Je reconnecte le micro. Non, 5 minutes pour régler les 2-3 questions logistiques, c'est bon. Voilà, ok. Donc, prenons 5 minutes pour la pause et puis on reviendra à 10h45 pour écouter Mohamed. À tout de suite. À tout de suite.